que si ça n'a pas avancé, la faute au ministère de l'Éducation qui devait fournir un certain nombre de données pour pouvoir faire le calcul de ce qu'ils appellent le périmètre financier. Nous aimerons qu'à ce niveau, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale puisse apporter des réponses précises par rapport à cela. Nous sommes à peu près 1 mois de la rentrée des classes. Il est bon que dans ces moments bien précis, que l'on puisse rassurer tous les acteurs par rapport au déroulement de l'année scolaire prochaine. Évidemment, il y a dans ce protocole des questions qui relèvent directement du département ministériel que M. Serim Baïtiam est en train de diriger. Et nous serons vraiment à l'aise. Si dans d'autres ministères, les accords venaient à être à piétiner, que au niveau de l'éducation, quand même, qu'on décline, qu'on dise ce qui relève de notre compétence, voilà ce que nous avons fait. Or, à ce niveau, nous restons sur notre faim, parce que la question de la formation de ceux qu'ils appellent injustement les titulaires de diplômes spéciaux, jusqu'à présent, on n'a aucune information par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Et enfin, il y a des questions... Beaucoup de choses à la fois. Oui, non, ça c'est important, oui. Parce que ce qui nous importe, nous, c'est qu'est-ce qu'on doit faire à l'interne pour stabiliser les systèmes éducatifs. Il ne faudrait pas que les problèmes nous viennent d'ailleurs, mais éviter que les problèmes viennent de nous-mêmes. Oui. Nous savons que depuis 2 ans, ce que nous appelons la gestion démocratique du personnel, qui constitue un acquis de taille des organisations syndicales, est remise en cause systématiquement au niveau du ministère, sans concertation avec les acteurs. Qu'est-ce que M. le ministre de l'Éducation prévoit pour régler définitivement ces problèmes, ou pour qu'au moins, avant de poser quelque acte que ce soit de concert avec l'ensemble des acteurs, pour véritablement éviter qu'il y ait des frustrations qui déboucheront inutilement vers des perturbations du système éducatif. Je vous remercie. Je ne sais pas si je dois vous faire la proposition. Je remercie Cheikh Oumaou de la COSYDEP. En ce qui concerne le portage institutionnel, je pense que la configuration des assises nous permet d'être confiants sur le portage, de par l'inclusivité et puis le caractère national. Et je dois dire qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous n'avons pas attendu les assises pour avoir le portage politique et social de tous les acteurs. Quelque chose qui nous vaut aujourd'hui. Le portage syndical surtout, oui, c'est ça le gros défi, non? Ils sont dans le portage. Parce que quelque chose... certains syndicats ont dit qu'ils ne vont pas appliquer les conclusions. Oui, quelque chose qui nous vaut aujourd'hui le respect de notre pays. Je parle sous le contrôle de Cheikh Oumaou, qui est membre du conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. C'est justement cette démarche d'inclusivité dans l'identification des politiques, l'évaluation des politiques. Le PDF a fait l'objet d'évaluation. Le paquet, on vient de faire une revue dans différents bassins du Sénégal, et une revue qui a pris en charge, enfin qui a en tout cas vu la participation de tous les acteurs. Donc on peut être confiant au vu de l'exemple des politiques sectorielles appliquées aux assises qu'il y aura un portage social de par les assises. Articulation assise paquet, bien sûr. Et même plan Sénégal émergent. Voilà, oui. Le plan Sénégal émergent place le développement du capital humain. Parce que c'est un facteur critique pour le développement de tout pays. Et nous avions eu le paquet. On ne pouvait pas attendre d'avoir les assises pour dire qu'il faut avoir un programme sectoriel. Mais le paquet est un programme qui est révisé, qui est révisable annuellement. Et il était clair quand on a signé la lettre de politique sectorielle en février 2013 et qu'on l'a opérationnalisé par le paquet en mars 2013, avril 2013, que les assises de l'éducation pouvaient infléchir certaines orientations du paquet ou bien même se substituer à certaines orientations du paquet. Donc, le président de la République qui a demandé la tenue de ces assises-là n'hésitera pas à infléchir certaines orientations politiques au vu du consensus national qui sera dégagé. La vision, elle est holistique. Les 3 pieds qui constituent le trépied tiennent un paquet. On y reviendra tout à l'heure. Il suffit qu'un pied tombe pour que le paquet s'écroule. Parce que c'est un trépied. Et qu'il se casse. Oui. Et l'école sénégalaise se casse. On ne peut pas parler d'amélioration de la qualité si on n'intervient pas dans la gouvernance. On ne peut pas parler d'amélioration de la qualité de l'enseignement si on n'intervient pas sur les facteurs d'inéquité, de région, de genre,
de groupes socioprofessionnels, de type d'éducation. Il y a un programme qui est développé sur les Dara. Notre pays, je le consens, a des efforts à faire, c'est pour Souley Gorbalsi, dans le domaine de l'éducation inclusive et de la prise en charge de tous les enfants, notamment des enfants handicapés. Ouais. Des expériences ont été menées à l'INEFJA de Thiès pour le centre verbotonal, mais c'est insuffisant. Nous devons aller au-delà de ça. Ce que vous appelez les enfants à besoins éducatifs spéciaux. Voilà. Et il y a des expériences qui sont en cours au niveau du ministère. Mais à un rythme très lent. Très lent. Il y a des enfants handicapés qui, bien sûr. handicapés qui ne peuvent même pas aller à l'école. C'est dramatique. Je suis d'accord avec vous que notre pays a des progrès à faire dans ce domaine-là. C'est pourquoi il y a la dimension équité. Donc la vision est holistique. Ce n'est pas seulement sur la gouvernance. Le gros du travail qui a été fait jusqu'à présent, c'est sur la qualité. Je cite l'exemple de la formation des enseignants et du recrutement. Ce n'est pas de 20 mots. 2011-2012. C'est 1800 à peu près instituteurs qui ont été recrutés. 1000 et quelques professeurs contractuels qui ont eu une formation qu'on a recrutée. Il y a eu 2303 vacataires. Sur les 1800 maîtres qui ont été recrutés, les 30% avaient le BFM. En 2012, 2013, 2014, les 2188 maîtres qui ont été recrutés ont tous été recrutés après un concours et ont le bac. Les 1735 enseignants du moyen et du secondaire qui ont été injectés dans le système, à part 106, tous, ils sont sortis des écoles de formation. Comparez 106 vacataires qu'on a eu à prendre, mais seulement sur les 10 disciplines en déficit, comme la philosophie, les mathématiques, l'espagnol, les sciences physiques. Aux 2303 vacataires qui ont été pris en 2012 et qui n'avaient aucune formation pédagogique et qu'on a injecté dans les classes. Et 66% de ces 2303 vacataires pour lesquels j'ai le fichier, avec les noms, les dates de naissance, les disciplines, ils avaient entre le BPC et le duel 1. Les 106 vacataires qui ont été pris en 2013 dans les disciplines en déficit, tous, ils avaient au minimum la licence, maîtrise, master ou DEA. Donc, nous intervenons sur la qualité par la formation initiale. Cette année, on va prendre à peu près 1588. Nous avons réservé 200 pour les disciplines en déficit. Et tous, ils sortent des professeurs de l'enseignement moyen et du secondaire. Nous allons prendre 2568 maîtres qui vont sortir, qu'on va injecter dans le système. Et tous, ils ont le bac. C'est ce qu'on forme dans les centres de formation, où il y a eu la fraude. Mais c'est un investissement dans la qualité. Nous avons fait un test de positionnement en français des enseignants. Et tout de suite après, un mois après, j'ai été au ministère des Affaires étrangères de la France. Parce que c'était un problème de maîtrise de la langue française. C'était normal que la France intervienne. Et l'OIF. Et l'OIF, sur la base de cette requête, a décidé de rendre éligible le Sénégal à l'IFADEM, Initiative pour la formation à distance des élèves maîtres. Et plus, l'institut de l'IFADEM sera construit à Dakar. À Abidjan, j'ai eu les discussions avec l'administrateur de l'OIF lors de la dernière conférence des ministres de la francophonie. Donc, on intervient sur la qualité. Mais l'ensemble de ces ressources sur la qualité doivent être utilisées de façon efficiente. C'est pourquoi il faut mener ça de pair avec une intervention sur la gouvernance du système. Et en même temps, intervenir sur les questions d'équité, les 200 écoles qui sont en train d'être construites. On a ciblé les régions où on est en retard sur le taux brut de scolarisation. Justement, c'est un gros problème. C'est vrai, le régime libéral était passé champion de construction d'écoles et c'était une bonne chose. Création, de beaucoup de création. Oui, et c'était une bonne chose. Mais il y a le problème de la carte scolaire. Parce que créer et construire, c'est différent. Oui, d'accord. Mais le problème de la carte scolaire, de la planification, comment vous comptez le régler? Oui, mais mes collaborateurs sont là. Je parle sous leur contrôle parce que je les considère comme eux, les propriétaires à la limite du système éducatif. Parce que nous, on a des fonctions éphémères, révocables à tout moment. Mais eux, le système éducatif est là pour eux. Depuis 2 ans
qu'on a créé des collèges ou ouvert des classes de seconde. Il n'y a aucune ouverture de classe de seconde, aucune création de collège qui a été faite sur la base d'intervention politique. Aucune. C'est un processus à la base où les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation ont discuté avec les élus locaux, président, les autorités administratives, les parents d'élèves, pour arbitrer sur les villages qui doivent accueillir des collèges de proximité où il doit y avoir un collège qui doit passer au stade de lycée par l'ouverture de classes de seconde. Cette année, le processus a démarré au mois d'avril, avec des PV qui nous sont arrivés. C'est au mois de juin qu'on a pris les décisions d'ouverture de 7 classes de seconde et de 20 collèges qui ont été créés. Et il faut aussi le respect de la carte scolaire, n'est-ce pas? Oui, absolument, ça. Absolument. Parce que ce sont des critères, vous savez. La carte scolaire répond à des normes. D'abord, de distance moyenne entre un collège qui doit polariser un certain nombre d'établissements, de nombre d'élèves polarisés, du village qui, en fait, en réalité, il faut même une équation mathématique pour déterminer la carte scolaire. C'est géré actuellement par un service du ministère, les services pédagogiques, les directions pédagogiques, mais en même temps la direction de la planification et de la réforme. Et il n'y a aucune intervention du ministre pour dire que moi je suis proche de tel village, il faut créer un CM ou bien ouvrir une classe de seconde. Je parle sous le contrôle de mes collaborateurs, parce que j'ai quand même le sens de l'honneur qui me permet de ne pas dire des choses qui ne correspondent pas à la vérité devant mes collaborateurs. Ça, c'est terminé. De telle personne, parce que j'habite tel village, on crée un collège ou bien on ouvre une classe de seconde, on le fait sur la base de critères objectifs, partagés, et c'est un processus ascendant qui va de la base au sommet. J'habite tel village aussi, il y a un lycée, c'est le lycée que je vais fréquenter. Oui. Et non venir chez vous, c'est pas dans la région de Kaolack, n'est-ce pas? Quel lycée? Je veux dire, c'est que les élèves restent chez eux parce qu'ils ont la possibilité oui, d'étudier sur place. Absolument. Ça, c'est important. Oui, aussi. absolument, parce que c'est un élément qui va accroître les taux de scolarisation. Parce qu'il y a beaucoup de déperdition dans la scolarisation, surtout pour les filles, parce qu'on doit quitter tel village pour aller à d'autres villages. Les parents préfèrent que l'élève arrête sa scolarité. C'est cette tension, cet arbitrage à faire entre l'exigence, l'objectif d'accroître le taux brut de scolarisation et la gestion des ressources. Parce qu'il y a l'équation de la transition démographique, qui est une équation qui s'oppose pour le développement de notre pays. Nous sommes à 1 800 000 élèves, à peu près. En 2025, nous serons à 3 225 000 élèves. Il faut accompagner cela en termes de construction d'infrastructures, en termes de recrutement d'enseignants. C'est la question de la transition démographique est une question aussi qu'on ne peut pas occulter. Plus avant, bon, d'autres conceptions diront que c'est une chance d'avoir beaucoup d'habitants. Entre ces deux chiffres, répondez à la question de Sélé Gorbal. Ou bien, est-ce que vous le confirmez? On n'atteindra pas l'objectif de l'éducation pour tous en 2015, l'année prochaine au Sénégal. Disons que c'est trop schématique de dire ça. Parce que les objectifs, c'était plusieurs objectifs. Il y avait des objectifs d'accès, il y avait des objectifs de qualité. En ce qui concerne la scolarisation universelle, on est actuellement à 94% à peu près. Mais ces 94% sur le plan national cachent des disparités. Il y a des régions où on est en retard. C'est Matam, c'est Louga, c'est Diourbel, c'est Kaffrine, c'est Tambacounda. À construire actuellement, le focus a été mis sur ces 5 régions qui ont environ 30 écoles à peu près. Maintenant, en ce qui concerne la qualité, notamment les objectifs d'éducation des filles, on a un indice de parité favorable aux filles au préscolaire, à l'élémentaire et au moyen, qui était un objectif. Donc, on ne peut pas dire de façon générale on n'atteint pas les objectifs, il faut les prendre objectif par objectif. Il y a des objectifs qu'on va atteindre, il y a d'autres qu'on ne va pas atteindre. C'est la raison pour laquelle Vers à moitié vide ou à moitié plein. Non, plutôt plein, et pour lesquels la première phase du paquet a été une phase d'accélération vers l'atteinte de ces objectifs-là. On est dans une phase d'accélération vers l'atteinte de ces objectifs. C'est la raison pour laquelle les 200 écoles primaires-là, on a mis le focus sur les régions qui sont en retard. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous respecter les accords, le protocole d'accord signé avec les syndicats?
Absolument. Absolument. Totalement. Absolument. Parce que, vous savez, quelque chose qui fait la force d'un État, c'est d'être crédible. C'est la raison pour laquelle, quand Dianté a pris la parole pour parler au nom des syndicats, j'ai indiqué qu'au chef de l'État qu'une des choses qui est importante, c'est de pouvoir les recevoir. Je pense qu'après avoir pris la parole, il a dit qu'il vous reçoit. Parce que je pense qu'on peut signer les accords et à la limite, après, peut-être avoir des difficultés ou des lenteurs sur tel aspect. Mais il faut être transparent vis-à-vis des acteurs. Il a cité l'exemple de la validation. Je pense que c'est il y a 3 semaines que nous avons reçu une lettre qui nous indique que le périmètre a été estimé à 29 000 ou 28 000. 28 900, presque 29 000 enseignants. Mais que pour les enseignants qui sont dans le système, avant qu'on ait un système informatique, il faut des missions de terrain dans l'ensemble des inspections de l'éducation et de la formation pour recueillir un certain nombre d'éléments. Les termes de référence de cette mission de terrain sont sur mon bureau, je les ai imputés à l'IAF, on doit faire la mission de terrain récemment. Mais c'est quelque chose qui, de façon transparente, on va dire aux syndicats que pour un certain nombre d'enseignants qui ont intégré le système, quand tout a été informatisé, il nous a été facile d'avoir les éléments. Pour les autres, des missions de terrain vont être envoyées la semaine prochaine pour regrouper l'ensemble des informations et les saisir. Sur les autres aspects qui relèvent des autres ministères, là, il y a peut-être une semaine de cela, une réunion a été tenue avec les chargés des revendications des syndicats pour faire point par point ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Au niveau du gouvernement, nous allons avoir une réunion récemment, parce que j'ai reçu une lettre du ministre chargé de la fonction publique, pour qu'on indique le niveau d'exécution, chaque ministre indique le niveau d'exécution des accords qui relèvent de sa compétence, pour qu'on puisse avoir le comité de suivi. En tout cas, en tant que ministre de tutelle de l'éducation nationale, et je parle avec l'engagement du chef de l'État, il nous avait indiqué que si vous signez un protocole, il faut respecter le protocole dans sa totalité. Et compte rendu sera fait de cela, du niveau d'avancement, pour que chacun prenne en charge ce qui relève de sa compétence. Très bien. Mais je crois qu'on est très lassé et très malheureux de voir des jeunes dire qu'ils ne sont pas des fraudeurs. Je crois qu'il est temps quand même de mettre un terme à cette cacophonie-là. Parce que s'ils sont fraudeurs réellement, il faut qu'ils se taisent. Il faut qu'ils se taisent parce qu'ils donnent un mauvais exemple au pays. S'ils ne le sont pas, alors il faut les rétablir dans le droit. Donc je crois qu'il est temps de prendre des mesures idoines pour évidemment que cette affaire-là soit clarifiée. Je voudrais dire que je suis inquiet à entendre le ministre parler du paquet et du PDF. Parce que j'ai l'impression que les autorités ne prennent pas la mesure des enjeux du savoir à l'état mondial, mais surtout le piège de la mondialisation qui fait précisément que autant dans le PDF que dans le paquet, il n'y a pas réussite du partenariat. Parce que les acteurs les plus importants sont exclus et ne se sentent pas concernés par les objectifs qui ne peuvent pas être atteints. Il y a un enjeu important dans la mise en œuvre du PDF et du paquet, parce que justement, dans l'élaboration même, ce sont ces acteurs qui sont exclus. Ce sont les besoins, ce sont les priorités, les finalités endogènes qui ne sont pas prises en compte. Parce que de l'extérieur, on nous a dit, il faut atteindre le PT à tel moment. On nous fixe des seuils, des délais que nous ne pouvons pas atteindre. Parce que nous n'avons pas les moyens. Et parce que nous n'avons pas les moyens, nous restons dépendants. Et cette dépendance-là fait que ces gens qui nous donnent peu, qui participent à hauteur de 10-15%, évidemment, nous dictent leur loi. Et de ce point de vue-là, il est normal que les gens s'inquiètent par rapport au respect, justement, des conclusions des assises. Parce qu'il en a été de même pour les États généraux. Ce qui a fait que les résultats n'ont pas été appliqués, c'est parce que les bailleurs de fonds ont fait des injonctions. Et parmi ces injonctions, malheureusement, il y a le maintien des politiques de recrutement, de formation et de rémunération qui ont été adaptées durant les mois d'ajustement et qui sont encore là, présentement. Ces politiques sont néfastes à l'éducation. Si on ne les enlève pas, il n'y aura pas de
progrès au niveau éducatif. Il n'y a pas encore d'école sénégalaise, il n'y en aura pas si on ne prend pas les mesures idoines. Parce que l'enjeu, c'est pas seulement le financement, c'est la mobilisation des acteurs. Et ces acteurs-là ne seront pas mobilisés tant qu'ils ne se sentent pas concernés. Et pour qu'ils se sentent concernés, il faut que les dirigeants donnent l'exemple. Il faut que, précisément, dans le pays, qu'on ne se mette pas à donner des véhicules à des maires alors qu'il n'y a pas de bourse pour les étudiants. Qu'on se mette à donner des véhicules aux députés alors qu'on ne paye pas les enseignants, alors qu'on ne donne pas les indemnités de supplémentaires, on ne donne pas les indemnités de bac. C'est ça qui est injuste. Et cette injustice-là, cette iniquité-là, tant qu'elle perdurera dans le système, évidemment, nous n'irons pas loin parce qu'on va tourner à rond, les énergies ne seront pas mobilisées et évidemment, les acteurs ne sont pas concernés. Je viens sur la fraude, parce que c'est une question quand même, c'est une question, vous savez, importante pour le système éducatif. Je pense que c'est une question qui ne doit pas être examinée un peu à la légère. C'est une question grave. Lorsque j'ai demandé à l'inspecteur interne de faire cette mission, quand il est venu me rendre compte pour la première fois des premiers résultats, vous devinez bien que cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi, pratiquement pas dormi. Mais je voudrais rassurer tout le monde que c'est une question grave, donc c'est des décisions qu'on ne prend pas à la légère. Ici, j'ai des copies d'élèves maîtres. 6. On lui a donné 13. J'ai la copie. J'ai ce qui a été écrit en français. Cette copie-là. J'ai le relevé du correcteur avec le numéro d'anonymat, la note qu'on lui a donnée. Où le correcteur, de façon manuscrite, a mis la note. Et j'ai la note qui a été saisie sur le système informatique. Différent de la note, donc il y a une traçabilité qui a été faite de toutes les opérations. Toutes les copies. Ça, ce sont des copies en arabe. On peut les publier. Ceux qui maîtrisent la langue arabe verront s'ils vont accepter qu'un enseignant qui a ce niveau enseigne à ses enfants. Je vais seulement peut-être vous lire un passage. Et ce serait bien qu'on puisse mettre ça à l'écran pour les Sénégalais en conservant bien sûr l'anonymat de l'enseignant. Le sujet qu'on leur avait donné, c'était sur la littérature et la science. Il y a cet enseignant qui écrit, et je l'ai montré aux syndicats d'enseignants quand je les ai regroupés. Car, après le travail, l'homme a besoin de changer des idées, changer d'accent aigu. Des idées sans S. Après le travail, l'homme a besoin de se soulager. Soulager le ce démonstratif, CE. Soulager l'accent aigu. De se divertir, le CE. Divertir avec E à la fin. Point. Et il écrit, et ses œuvres lui aident, aide sans ENT, avec E, A sans accent, se détendre, se avec CE. Et oublier avec accent aigu, quelques soucis sans S. L'apparition, pas l'apparition, mais l'apparition de la science et des technologies et la littérature ont apporté beaucoup de bonnes choses à l'humanité. Mais aussi parfois, elles nous livrent le côté négatif. Par exemple, dans l'Internet, si on entre dans certains sites sans S, on voit avec X du n'importe quoi. J'allais lui dire que vous écrivez-vous du n'importe quoi, qui ne sont pas bons à voir ni à regarder, ainsi de suite. Et j'ai toutes ces copies-là, ici, avec les niveaux, les notes qu'on leur a données. Est-ce que quelqu'un parmi nous acceptera que cet enseignant qui a eu 6, et je pense que le 6 a été indulgent, je ne veux pas qu'on voit les noms, s'il vous plaît, a été indulgent, enseigne à ses enfants, personne parmi nous ne va l'accepter. Si nous ne sommes pas capables
de prendre cette décision, nous n'avons pas notre place au ministère de l'Éducation nationale. Donc, sur le plan des faits matériels, qu'il y ait des élèves maîtres pour lesquels les notes ont été modifiées à la hausse, c'est irréfutable, c'est établi. Quelles sont les sanctions aujourd'hui? Et jusqu'à présent, nous avons... avons... Tout le monde réclame des sanctions, que des mesures soient prises. Pour nous faire juste le point, aujourd'hui, on en est où exactement? Et jusqu'à présent, il y a des élèves maîtres qui nous ont écrit, parce qu'on leur donne la possibilité d'écrire pour demander qu'on vérifie encore. Et toutes les lettres qu'on a reçues, les vérifications effectuées ont confirmé qu'il y a eu changement de note. Et j'ai pris le soin de leur écrire chacun une lettre pour leur dire que nous avons vérifié, vos notes ont été effectivement modifiées et nous confirmons. Maintenant, il y a des sanctions qui relèvent de l'ordre administratif et il y a la procédure judiciaire. Ce qui relève de l'administratif, les sanctions ont été prises par le ministre. Sans préjuger de la responsabilité, de la culpabilité pénale de certains, nous avons pensé que la responsabilité professionnelle était engagée. On a relevé certaines personnes comme mesure conservatoire. Nous avons annulé l'admission de ces 690. Parce que c'est un concours, le nombre de places est limité. Donc vous ne pouvez être admis indûment que si vous prenez la place d'une personne qui devait être admise. Qui devait être admise. Donc. Sanctions négatives, mais aussi sanctions positives consistant à rétablir. Oui, il y a 2 jours, on est parti sur la liste d'attente. On a pris les candidats qui étaient mieux classés, après avoir fait un contrôle, on a fait le contrôle, et nous avons pris les 641 personnes de la liste d'attente de l'option française qui suivait, et les 49 de l'option arabe. Les listes ont été publiées, et comme si on s'y était engagé, pour qu'on ne dise pas que encore Serigne Mbaye Thiam a pris des militants socialistes, les listes ont été publiées sur le site internet du ministère, affichées devant le tableau, sur le tableau d'affichage du ministère, dans les inspections d'académie et dans les IF, pour que nul n'en ignore. Alors, monsieur le ministre, ça que nous avons le problème est peut-être moins le fait de frauder, ce qui est par ailleurs, la fraude est condamnable, elle est abominable. Mais la question est de savoir comment cette fraude, à une échelle industrielle, a pu... Parce que moi, je suis d'accord avec beaucoup de syndicats et beaucoup d'acteurs du système qui disent que c'est un lièvre qu'on a soulevé, mais que c'est des pratiques qui existaient. Mais maintenant, c'est des pratiques qui existaient. On ne doit pas dire, le paradoxe est de dire, pourquoi maintenant le ministre le voit? Le ministre, il prend fonction, il voit qu'il y a une fraude, il fait un contrôle, il prend les mesures qui s'imposent. Et à côté maintenant de ces mesures qui sont prises sur le plan administratif, sur le plan pénal, ça, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. On a porté plainte, j'ai écrit une plainte le jour même au procureur de la République. Le dossier a été confié à la DIC. Jusqu'à présent, les gens sont présumés innocents. Les enquêtes vont se faire et la suite judiciaire relève du pouvoir judiciaire. Mais sur le plan administratif, ce qu'on devait faire, on l'a fait. Ils ont été remplacés, les 690. On va avoir un plan de rattrapage des cours. Maintenant, tirant les enseignements de cela, hier, j'ai reçu déjà les propositions d'arrêté et de décret de réorganisation du concours et de toutes les procédures de contrôle du concours. C'est ça qui, tous les jours, on se rend compte qu'il peut y avoir des dysfonctionnements. La responsabilité de l'autorité, c'est de tirer les enseignements de ça et de réformer le système. Nous avons pris, j'ai reçu du directeur des examens et concours, du nouveau directeur, des propositions d'arrêté, de décret, de réorganisation du concours, dans sa globalité. C'est ça notre responsabilité et c'est ça que nous allons faire. Très rapidement, les autres questions ramassées. En ce qui concerne, et cette question justement interpelle sur la qualité de l'enseignant. Mais c'est une question plus profonde. Parce que nous tous, nous sommes des Sénégalais. Nous savons que quand le recrutement des volontaires a été dévoyé, avec des quotas sécuritaires, dans nos entourages, dans nos villages, dans nos familles, nous savons qu'il y a des gens qui ont été recrutés à qui aucun de nous ne va confier son enfant pour qu'il soit son maître. Nous le savons. Ces gens-là sont dans le système. J'ai lancé le débat lors de la dernière réunion que j'ai eue avec les partenaires. Vous savez, si nous sommes courageux, ce qu'on doit faire, c'est ce que certains pays ont fait. Parce qu'on demande la formation continue des enseignants. C'est de dire, tous ces enseignants-là
l'État doit dégager des fonds pour les recapaciter, renforcer leurs compétences par la formation continue. Mais si nous sommes courageux, comme certains pays l'ont fait, on dit on vous forme pendant 2 ans pour avoir un certain niveau. Si on se rend compte que pendant les 2 ans, on vous permet de faire un examen professionnel qui atteste que vous avez le niveau académique pour enseigner. Si vous ne l'avez pas, si vous échouez à l'examen 2 fois, vous quittez le système éducatif. Vous en avez le courage? J'ai lancé le débat avec les enseignants. Je vais conduire ça avec eux. Si ça ne tient qu'à moi, oui, c'est une question qui sera menée. Pourquoi? Mais je voudrais... Non, mais parce que, vous savez, la décision politique n'est pas seulement une décision technique. C'est une décision d'opportunité. Si c'est une décision qui doit casser le système éducatif, installer le pays dans une instabilité qui va faire perdre beaucoup plus d'argent, on ne la prend pas. C'est ça la décision politique. Très bien. Mais j'ai le courage de me poser le doigt sur le problème et de dire que si nous avons des ambitions pour notre pays, il y a des enseignants qu'on ne doit pas continuer à maintenir dans le système éducatif. Je vais répondre non. Le curriculum, on a la première génération d'élèves du CM2, c'est l'année dernière. La deuxième génération, cette année. Autant pour moi, le taux du CFE, c'est 34,33%. C'est une approche par les compétences. On n'a pas projeté ça dans le film des assises, mais quand ils ont fait le focus group au lycée Ngalandou Diouf, il y a un élève de terminale S1 qui a dit une phrase qui doit nous interpeller sur les finalités de notre système éducatif. Il a dit, je suis en terminale S, s'il y a une ampoule qui est grillée à la maison, je ne sais pas comment changer cette ampoule. L'approche par les compétences, justement, c'est pour permettre à l'élève d'utiliser ses connaissances pour l'appliquer à la vie quotidienne. Et c'est toujours de mise en France. Maintenant, sur la réforme curriculaire, il faut laisser pour réfléchir sur cela. Je voudrais dire qu'un des aspects peut-être qui a expliqué le bas niveau, c'est que depuis que nous avons introduit la réforme curriculaire, on n'a pas eu de manuel correspondant à cela. Et dans le domaine de la qualité, pour dire à M. Mbao que ce n'est pas seulement la gouvernance, depuis que cette réforme a été mise en place, c'est en février 2014 qu'on a injecté 600 000 manuels de la première étape, CI et CP, dans le système. Et en octobre, les camions ont commencé à quitter Dakar le 22 pour aller dans les IEF. C'est 1 441 000 manuels qui seront dans les salles de classe pour le CI et le CP dans les disciplines fondamentales que sont la langue et puis les mathématiques. Très bien. Accompagnés de guides des enseignants pour les utiliser. Promettez-vous pour l'année scolaire 2013-2014, la rentrée c'est en octobre, zéro perturbation, 2014-2015, zéro perturbation? Nous travaillons à cela. Parce que ce qui est important pour la rentrée, c'est de mettre en place l'ensemble des intrants. Des dispositions sont prises aujourd'hui pour mettre en place le personnel requis. Des dispositions sont prises pour mettre en place un certain nombre d'infrastructures et d'équipements. Il y a 16 000 tables bancs dont les ordres de service sont en train d'être signés pour partir dans l'ensemble des établissements, à côté des 40 000 qui ont été injectés l'année dernière. Des dispositions sont prises sur le plan des manuels, sur l'ensemble des éléments qui assurent une bonne rentrée des scolaires. Nous sommes en train de travailler sur ça. Maintenant, nous continuons aussi sur les autres aspects à dialoguer avec les organisations syndicales et nous pensons que les assises peuvent y aider, l'exécution du protocole d'accord peut y aider pour avoir une année 2014-2015 apaisée qui permet à notre système éducatif d'avancer dans les réformes de façon sereine, mais dans un dialogue constructif avec tous les acteurs. Une année scolaire surtout sans mort. Merci, Monsieur le ministre de l'Éducation, d'être venu à l'émission. Une mort est toujours regrettable et douloureuse pour des familles. Tout à fait. Mais présenter comme ça une année scolaire sans mort, c'est comme si on a l'habitude d'avoir des années scolaires avec mort. Oui, on en a eu quand même par le passé. Merci, merci cher public de nous avoir suivis encore ce soir. Merci à l'équipe technique autour de Tonton Mac. Nous profitons de l'occasion d'ailleurs, puisque Tonton Mac est réalisateur, pour présenter nos condoléances à notre réalisateur Pierre Da Silva qui a perdu son grand frère. Toutes nos condoléances et paix à son âme. Bonsoir, rendez-vous le mois prochain.